Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 6 juillet 2026. Évidemment, début de semaine, on va parler au sein de cette vidéo donc de la Coupe du Monde avec des joueurs du Barça éliminés, d'autres qui se qualifient. On va revenir sur les performances individuelles des joueurs. On va aussi parler de toute l'actu mercato avec Alex Remiro. Il y a des informations également de manière générale sur l'économie du Barça. Bref, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous voulez soutenir le travail effectué. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, YouTube, Twitch, Discord, etc. Bref, tous les détails sont en description de vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à booster, à commenter. C'est super important pour le référencement de la vidéo et ça fait toujours plaisir. Bon, on y va, on débute. Déjà, soirée qui vient de se terminer, la Coupe du Monde. Le Mexique éliminé par l'équipe d'Angleterre. Gordon a été titularisé et Gordon a joué l'intégralité du match. Il a fait un grand match. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors il provoque un penalty. C'est pas le joueur qui va marquer, c'est pas le joueur qui va faire de passes décisives, mais il est à l'initiative du premier but. Il est également à provoquer un penalty et surtout sans ballon, il est dingue. Sans ballon, le pressing, le travail pour l'équipe. Il faut savoir que l'Angleterre a terminé le match à 10 et Gordon, honnêtement, a été incroyable. Et là, tu comprends un petit peu la logique de son recrutement, même si ça reste qu'un match. Tu vois le profil du joueur, c'est-à-dire que c'est un joueur très vertical, qui travaille pour l'équipe, qui ressemble énormément à Rafinha. C'est vraiment le Rafinha anglais. Alors évidemment, Gordon reste encore un joueur à polir, entre guillemets, parce que même si il a coûté cher, ça reste un joueur jeune, faut pas l'oublier. Malgré tout, assez impressionnant. Alors c'est pas le meilleur joueur de cette équipe anglaise lors du match contre le Mexique, mais il a eu vraiment une importance assez notable et je voulais le dire parce que déjà contre la RDC, il avait fait une rentrée hyper décisive avec deux passes D, notamment pour Harry Kane, mais ça avait un petit peu mal commencé en Coupe du Monde où il était beaucoup plus inhibé. Là, c'est beaucoup moins le cas et franchement, il faut le dire. Gordon, excellent contre le Mexique qui élimine donc qui a éliminé malheureusement de cette compétition et qui va donc affronter l'Angleterre, cette équipe de la Norvège. Ça va être assez intéressant. De l'autre côté, il y a aussi ce soir l'Espagne avec tous nos Catalans qui vont affronter le Portugal. Ça va être un match hyper intéressant. D'un côté, Joao Cancelo, de l'autre, tous nos Catalans, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Cubarsí, Ferran Torres, etc. Bref, il y en a énormément. Et évidemment, c'est un match ultra attendu parce que le gagnant affrontera en quart, je crois que c'est la Belgique ou les États-Unis qui restent quand même des adversaires avec tout le respect qui sur le papier paraissent moins forts. Mais bon, avant il va falloir affronter le Portugal, une équipe du Portugal qui sur cette Coupe du Monde n'impressionne pas, mais tant qu'ils ne sont pas éliminés, sont des clairs favoris compte tenu de l'effectif pour le sacre, même si ça risque d'être compliqué, ça reste une équipe à suivre et dangereuse. Donc ça va être super intéressant, sachant que en demi, tu as éventuellement un match contre l'équipe de France, possiblement. Donc ça va être super intéressant à voir. Jules Koundé qui s'est qualifié là aussi avec l'équipe de France contre le Paraguay qui va donc affronter le Maroc en quart. Donc ça va être super intéressant. Et aussi l'Argentine, on en parle pour Messi, qui va affronter l'Égypte pour se qualifier en quart. Ça va être un match compliqué à mon avis. On sous-estime beaucoup l'Égypte vu les matchs compliqués qu'ils ont eu, mais c'est une équipe qui perd quasiment pas, qui te ramène au tir au but, qui va jouer des prolongations, qui cherche tout le temps le match au nul. Donc ça va être serré, beaucoup plus qu'on le pense. Et donc hâte de suivre tous ces matchs. Commence à fatiguer là, on commence à fatiguer avec tous ces matchs, mais bon, ça reste le mondial, c'est tous les 4 ans. On en profite. Un Rafinha qui a été éliminé avec le Brésil face à la Norvège, un Rafinha qui entre guillemets, énerve beaucoup certains de ses supporters blaugrana parce que Rafinha, entre guillemets, il a sacrifié un petit peu la saison du Barça en revenant beaucoup trop tôt pour être prêt pour le mondial. Il s'est blessé lors d'un match de prépa avec le Brésil. Il a loupé les matchs de Ligue des Champions qui comptaient. Il s'est blessé plusieurs fois aux ischios. À la Coupe du Monde, il s'est de nouveau blessé aux ischios. Donc forcément, ça fait beaucoup parler. Maintenant, il va falloir se focus pleinement sur une récupération, pas prendre de risques et être prêt pour la pré-saison. D'ailleurs, Araujo, Frenkie de Jong sont attendus le 13 juillet pour participer à la pré-saison, puis s'envoler directement plus tard vers l'Angleterre pour continuer le stage. Ça va pas être le cas pour les autres mondialistes qui, eux, vont continuer leur chemin. D'ailleurs, il faut savoir que si l'Espagne se qualifie
pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, le Barça ne débutera pas la Liga lors de la première journée. Le Barça débutera la Liga lors de la deuxième journée contre Elche. Il faut savoir que la première journée, c'est contre Bilbao, à domicile. Mais dans le cas où il y a trop de mondialistes qui continuent le parcours en Coupe du Monde, eh bien, le Barça ne jouera pas lors du calendrier de la Liga la première journée, ce qui est assez logique. Donc, il faudra suivre aussi ce parcours espagnol pour ces raisons-là. Ensuite, un petit peu de mercato. Fernando Polo, ce matin, rédige un article où il explique que le FC Barcelone est toujours sur le dossier Alex Remiro, le gardien de la Real Sociedad. Il faut savoir que je crois qu'il a une clause libératoire aux alentours de 12 millions d'euros. Alors le plan du Barça, c'est pas de le recruter cet été. Le plan du Barça, c'est de continuer Joan Garcia avec Chesney, les deux gardiens, un troisième gardien qui sera un jeune, et ensuite, si Alex Remiro ne prolonge pas avec la Real Sociedad ou qu'il n'est pas vendu cet été, l'objectif c'est de le signer libre de tout contrat l'été prochain pour remplacer Chesney numériquement, et donc d'avoir un duo Joan Garcia-Alex Remiro la saison prochaine. Donc ça c'est l'objectif aujourd'hui du Barça si Alex Remiro ne prolonge pas la Real et si évidemment il n'est pas transféré en Première Ligue ou ailleurs d'ici là. Donc objectif clair fixé par le Barça pour l'été prochain. Pour Alex Remiro, je le rappelle, il lui reste 1 an de contrat, clause à 12 millions d'euros. L'objectif, c'est de le prendre libre l'année prochaine et pas d'aller l'acheter. Donc forcément, ça peut être une décision assez intéressante pour renforcer le poste de gardien. Quelques news concernant Fermín López. Fermín López commence à revenir à s'entraîner sur la pelouse après sa blessure qui lui a mis un gros coup derrière la tête, lui permettant pas de participer à la Coupe du Monde. Fermín López devrait être de retour là aussi pour le début de la pré-saison. L'objectif c'est qu'il soit là en pleine possession de ses moyens pour débuter le championnat d'Espagne comme prévu au moment comme les autres. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour un Fermín qui commence déjà à reprendre l'entraînement sur la pelouse. Sinon, je voulais vous parler aussi d'informations au niveau économique. Le FC Barcelone, comme vous le savez, avait reçu l'année dernière une sanction à hauteur de 15 millions d'euros de l'UEFA avec un sursis de 45 millions d'euros. C'est-à-dire que le Barça a dû payer 15 millions d'euros, ce qui est quand même assez énorme et qui avait causé un exercice comptable financier négatif d'ailleurs. Et en plus, le Barça avait reçu une sanction de 45 millions d'euros par sursis. Donc, ça veut dire, en gros, si tu refais une connerie, tu peux te faire sanctionner à hauteur de 45 millions d'euros. À l'époque, le Barça s'était fait sanctionner pour, on va dire, un truc assez débile. Rappelez-vous, le Barça avait cédé des droits TV, etc., et les avait valorisés. Sauf que l'UEFA considère que ces revenus-là, comme ce sont des revenus extraordinaires, eh bien, ils ne comptent pas dans leur fameux calcul du fair play financier, et ils estiment que dès lors que tu as plus de dépenses que de revenus, si tu dépasses un certain gap, bah forcément tu peux te faire sanctionner. C'est le cas par exemple pour Chelsea, pour d'autres clubs. Et le Barça, comme eux avaient utilisé des revenus extraordinaires, comme la cession des droits TV, etc., eh bien l'UEFA considérait que ces revenus n'étaient pas ordinaires et donc avait mis de côté ses revenus et donc avait sanctionné le Barça à hauteur de 15 millions d'euros et 45 millions d'euros de sursis. L'objectif, c'est donc de continuer et de ne pas avoir cette sanction. Il faut rappeler que cette sanction, elle a lieu sur 2 ans. C'est-à-dire que sur les 2 prochaines années, si le Barça a un exercice comptable financier positif à chaque fois, le Barça ne sera pas sanctionné par l'UEFA. Donc le club doit continuer d'être géré de manière plutôt en bon père de famille, comme on le dit en droit, et surtout ne pas faire de conneries. C'est pour ça que le club compte beaucoup sur le stade pour générer énormément de revenus et donc forcément avoir un exercice comptable financier positif. Là, l'exercice comptable 2025-2026, normalement, selon les informations à disposition, devrait être positif. Donc ça, c'est quand même super intéressant. L'objectif étant que le Barça diminue le patrimoine net qui est aujourd'hui négatif pour le remettre en positif au fur et à mesure. Et cela passe par des exercices comptables financiers positifs. Donc le Barça doit continuer sur cette lancée-là. Le stade va énormément aider. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir tout simplement quitter cette fenêtre de sanction de l'UEFA. Et ça va beaucoup te tranquilliser pour tes différentes opérations de mercato, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation ultra positive, faut le dire, parce que on revient de très très loin. Pour autant, il faut pas recruter des joueurs à 400 millions d'euros. Bon, hier j'ai tweeté qu'il fallait recruter Erling Haaland, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour on va dire, il vaut mieux mettre 200 millions d'euros sur Erling Haaland
que 150 sur Julián Álvarez, avec tout le respect qu'on peut avoir sur le joueur. Alors c'est quand même un joueur générationnel qui s'associe beaucoup moins avec ses coéquipiers, mais qui lui garantit un nombre de buts incalculable par saison. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Maintenant, évidemment, ça reste quand même assez compliqué, même très très peu probable, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer au niveau du fair play financier de l'UEFA. Pas de la Liga, de l'UEFA cette fois-ci, où tu dois quand même gérer le club de manière positive, pas de perte. Il y a des clubs, par exemple les clubs, on va dire des sociétés anonymes, qui peuvent perdre des 200 millions d'euros et remettre de l'argent dans les comptes avec des augmentations de capital. Le Barça, c'est pas le cas. Le Barça, lui, doit faire attention, c'est un club de socios, il n'y a personne qui peut remettre de l'argent, donc forcément c'est une gestion qui est complètement différente et qui doit être, on va dire, respectée, même si elle frustre beaucoup. C'est comme ça que, par exemple, le Real Madrid est arrivé dans une volonté éventuelle d'ouvrir le club à l'actionnariat extérieur en vendant 5% donc des actions. Enfin, des actions. Pour l'instant, c'est pas des actions parce que le club appartient aux socios, mais ils veulent créer une holding qui va te permettre de vendre des actions à terme du Real Madrid. Et ça, c'est pour aussi lutter contre des clubs qui, eux, s'il y a des pertes économiques, ils en ont rien à foutre parce qu'ils vont remettre du cash, il y a des augmentations de capital effectuées par les actionnaires. Aujourd'hui, c'est pas possible. Le Barça a donc un patrimoine net qui est négatif suite aux pertes Covid que le Barça essaie de récupérer. Je vous rappelle, à un moment donné, le Barça était à 400 millions d'euros négatifs en termes de patrimoine net. On était revenu à 3 millions d'euros négatifs. Là, on est remonté à cause il y a 2 ans des pertes économiques et la revalorisation de Barça Studio. Je crois qu'on est à moins 150 de patrimoine net négatif. L'objectif maintenant, c'est de baisser ce patrimoine net négatif et le remettre en positif pour, on va dire, pouvoir éventuellement augmenter le plafond salarial lorsqu'on le voudra. Par exemple, on nous fixe un plafond salarial de 500 millions d'euros. Et si tu as du patrimoine net positif et que tu as besoin que ce plafond salarial fixé par la Liga soit augmenté pour faire une grosse recrue, tu peux piocher de ton patrimoine net positif pour augmenter la limite salariale. C'est ce qu'avait fait Bartomeu à l'époque. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de restriction à un moment donné alors qu'on perdait de l'argent. Il utilisait le patrimoine net qui était positif pour augmenter, on va dire, de manière artificielle la limite salariale, et pendant 2-3 ans, ce qui a dilapidé le patrimoine. C'est pour ça qu'il faut le faire de manière assez intelligente, pas trop. Il faut le faire. Le Real le fait aussi d'ailleurs, il faut le savoir. Pour ça que vous êtes suffisamment surpris parfois en me demandant pourquoi le Real peut recruter sans problème. Déjà parce que le Real perd très peu d'argent, et lorsqu'ils perdent de l'argent, ils utilisent le patrimoine net qui est positif pour augmenter leur limite salariale. Donc c'est pour ça aussi. C'est pour ça que si le Barça veut à terme, je sais pas, dans 2-3 ans, pouvoir dépenser sur un joueur complètement cher, etc., hors sol, il va falloir utiliser du patrimoine, et pour cela, il faudra qu'il soit positif à ce moment-là, et ça passe par des exercices comptables financiers positifs. C'est pour ça que je tenais à vous expliquer cette petite facette un petit peu spécifique du fair play financier de la Liga pour que vous compreniez comment ça marche. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça est à la règle du 1 pour 1. Ce qui lui permet donc de recruter des joueurs sans, on va dire, être limité entre guillemets, même s'il y a des limites. Je vous parle pas de recruter quelqu'un de 200 millions d'euros, mais c'est beaucoup plus confortable. Là, on travaille sur des ventes pour augmenter la limite salariale, mais bon, nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que Deco recrute des joueurs. Alors forcément, avec la Copa del Mundo, tu sais, le mec qui fait trop l'espagnol, ça ralentit les choses. Forcément, les joueurs sont focus sur leur objectif, mais forcément, ça ralentit beaucoup de choses en termes de mercato. Mais après la Coupe du Monde, le dossier João Cancelo va avancer, certaines ventes aussi, et certaines arrivées, le Barça travaille dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore les noms, parce que le Barça travaille exclusivement sur le dossier Alvarez, qui ralentit un petit peu tout, parce que tout dépendra de l'éventuel prix de transfert. Si ça se fait, évidemment, parce que si l'Atlético dit non, on ira sur quelqu'un d'autre. Mais si ça se fait, tout dépend du prix payé. Parce que si tu dépenses plus que prévu, forcément, pour recruter à d'autres postes, tu seras un peu moins large. Donc ça aussi, c'est important. Je le rappelle, le Barça, aujourd'hui, a à dispo 70 millions d'euros de fair play. Je parle pas de 70 millions d'euros de coût de transfert, mais de fair play. Ce qui te permet d'inscrire des joueurs à coût annuel 70 millions d'euros après l'arrivée de Gordon, et après les départs d'Ansu Fati, de Lewandowski, Christensen qui prolonge à la baisse, etc. 70 millions d'euros de fair play, tu peux faire une grosse recrue et construire ton effectif avec quelques retouches ensuite.
Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Julián Álvarez et João Cancelo. Voilà pour la vidéo de la journée. Je tenais à faire ce petit point économique parce que je sais que c'est des choses qui vous intéressent et que pour le coup vous étiez peut-être pas informé sur la question. N'hésitez pas à me poser des questions sur l'espace commentaire, à liker, à commenter, à booster la vidéo. N'hésitez pas à me follow également sur Twitter, YouTube, etc. Si vous voulez me soutenir encore plus que ça, ce serait extraordinaire. Il y a un petit bouton sous la vidéo qui me permet de rejoindre la chaîne et là ça me permettrait également de me développer encore plus, d'avoir des projets encore plus intéressants. N'hésitez pas également à me follow sur Twitch, à lâcher un petit sub si vous le voulez sur Twitter, mais également sur Twitch. Et sur Twitch, c'est gratuit avec un compte Amazon Prime. Donc n'hésitez pas, ça fait super plaisir, ça me soutient. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, un bon début de semaine à vous. Profitez des vôtres, reposez-vous bien et à la prochaine. Ciao!